final. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, donc on le voit bien, c'est un texte aussi qui insiste beaucoup sur la partie indemnisation, qui n'envisage peut-être pas la totalité en fait du sujet retrait-gonflement. Voilà, il n'y a pas de prévention, parce que votre collaboratrice m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une niche parlementaire, et pour faire passer effectivement aussi ce texte, ça ne pouvait pas être un texte trop long qui n'aurait pas permis au texte de passer dans cette première lecture. Donc peut-être maintenant, donc ça c'était une première approche vue voilà, par une parlementaire, peut-être Monsieur Ledoux nous dire, vous, voilà, dans le travail qui vous a été demandé par le gouvernement, dans la mission Ledoux, nous expliquer peut-être l'approche complémentaire ou un peu différente que vous avez eue, les constats, en essayant, parce que votre rapport est très complet, comporte beaucoup de recommandations et beaucoup de propositions, et peut-être de nous en faire une présentation synthétique sur ces différents points, et puis aussi peut-être nous expliquer la suite de ce rapport. Voilà, écoutez, d'abord, je voudrais vous saluer tous et ravi de vous retrouver, puisqu'on a beaucoup discuté avec l'AMF pendant ces 6 mois. Ça a été un échange qui a été à la fois fructueux, mais je me suis inspiré aussi de mon expérience assez longue d'élu local, puisque j'ai été élu local pendant plus de 25 ans et 17 ans maire. Et oui, je ne les fais pas, mais c'est comme ça. Et j'ai été naturellement confronté à ces problèmes de retrait-gonflement des argiles de manière souvent très douloureuse. Alors, la première chose, c'est que le sujet, il est quand même très complexe. Ça pourrait être facile, comme ça, de l'aborder en essayant de plomber à la fois la grille de lecture qu'a le ministère de l'Intérieur aujourd'hui pour qualifier, en quelque sorte, les désastres et les dommages. On pourrait aussi dire que tout va mal avec les assurances, les assureurs sont très méchants, et puis on est dans un monde qui est quand même un peu impitoyable. Or, moi, je voudrais rappeler ici, mesdames, messieurs, une chose, c'est que le régime CatNat est le seul régime de cette nature en Europe. Il n'en existe pas nulle part. Et les autres se débrouillent. J'ai fait du benchmark en demandant à nos postes diplomatiques de me renseigner à la fois sur la manière dont les pays européens, voire même au-delà de l'Europe, en Afrique ou ailleurs, traitaient ce problème de retrait-gonflement des argiles. Tous m'ont répondu que ça n'était pas traité, aussi bien d'ailleurs qu'en France, où ce régime CatNat est un régime de solidarité et de mutualisation du risque qu'il faut rappeler ici, parce que ça fonctionne. Créé en 1982, aléas climatiques incorporés au régime CatNat en 89, et depuis 89, on a eu de cesse d'essayer d'améliorer l'approche. Ce n'est pas encore parfaitement performant, mais je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de choses qui seront satisfaites, et notamment de ce que vient de dire Madame Rousseau, qui seront satisfaites par des décisions du gouvernement qui vont arriver très prochainement, dont notamment la période annuelle, c'est-à-dire qu'on ne qualifiera plus une période de sécheresse sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, mais sur l'année complète. Et on verra les problèmes de bord aussi, puisque le problème de proximité géographique, en quelque sorte, on ne comprenait pas que d'une rue à une autre. Je voudrais dire ici quand même qu'on a fait l'exercice qui a été quand même très fort, à Beauvau le 14 septembre, de réunir tout le monde, c'est-à-dire à la fois les sinistrés, on a embarqué les notaires, les assureurs, les experts, les maires, les notaires, tout le monde a été associé pour aborder sans tabou, sans complexe ce sujet. Voilà. Et on l'a fait de manière complètement décomplexée en abordant tout. Qu'est-ce qu'il faut dire? La première chose, je pense, qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on arrive à la première fissure. Quand on est déjà à la première fissure, c'est qu'on a quelque part échoué. Parce que dès qu'il y a la première fissure, les problèmes vont commencer. Parce que tout ça est très gentil. Dans le meilleur des mondes, si tout le monde était indemnisé, tout le monde était reconnu CatNat, tout le monde touchait 160 000 € pour reconstruire sa maison, in fine, qu'est-ce qu'on a? On a une maison qui est reconstruite, qui a été sinistrée. Comment va-t-elle se transmettre demain? Comment va-t-elle se vendre sur le marché immobilier demain? Moi, dans ma circonscription, j'ai déjà des gens qui ne revendent même pas la maison, qui revendent le prix du terrain simplement. La maison ne vaut plus rien. Donc, que fait-on? Deuxièmement, comment on reconstruit la maison sinistrée? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On injecte de la résine. Est-ce que demain, cette résine, elle sera écologiquement viable? Est-ce qu'elle est bonne pour la planète? Je suis incapable de vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On injecte aussi du béton à travers des micropieux. Imaginez-vous, mesdames, messieurs, que si les 10,5 millions de maisons potentiellement vulnérables se retrouvent cassées toutes ensemble,
vous allez foutre du béton dans le sol en dessous des 10 millions de maisons. Ça n'est pas écologiquement acceptable. Donc, se pose un sujet essentiel, c'est faire de la prévention, ce qu'on n'a jamais fait. Nous avons, et nous déplorons ce qui se passe aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, qui est fortement sinistré, je peux vous le dire. On était encore avec le préfet du Nord hier soir, qui nous racontait des scènes absolument difficiles, douloureuses pour tout le monde. Il y a quand même un plan inondation qui fonctionne depuis des années. Le plan tempête fonctionne aussi bien. C'est-à-dire que ces aléas climatiques ont été pris en charge depuis assez longtemps et ont eu une feuille de route. L'aléa climatique RGA, 0, monsieur. Il a été incorporé en 89 dans le régime CatNat. Il n'a fait l'objet d'aucune dépense publique pour de la prévention ou des petits papiers qu'on donnait comme ça par-ci par-là, qu'on a pu avoir les uns les autres. Mais pas de plan de prévention massive. Ça n'est pas acceptable. Il faut qu'on fasse de la prévention massive. Deuxièmement, ce risque RGA n'est pas piloté au niveau national. Je présentais ce rapport à Christophe Béchu qui m'a dit « Tu as raison, il y a un vrai sujet, ce n'est pas identifié, ce n'est pas porté. » Et tout au long de ces 6 mois, et je vous en ai parlé assez souvent, et à vous aussi les maires, il y avait des petits bouts de RGA partout. Il y a des petits bouts de RGA dans des directions interministérielles, des directions ministérielles, dans les préfectures, chez les maires, chez les constructeurs, chez les assureurs. Chacun travaille sur des mesures de remédiation, chacun travaille sur mieux indemniser. Les maires bricolent des trucs dans leur coin avec des stations météo du sol. Météo France, au départ, boude un peu ces stations météo du sol. Enfin bref, il y en a un peu partout et tout ça nuit à l'efficacité et à la cohérence du système. Moi, ce que je préconise, c'est qu'on ait un pilotage national avec une task force de 2-3 personnes, comme on a pu fonctionner pendant les 6 mois avec des experts, des gens qui sont hyper motivés. J'en ai vu dans les agences, j'en ai vu chez les maires, des gens qui ont vraiment une expertise et qui ont la volonté de faire avancer le dossier. Parce qu'il faudra le porter, c'est pas fini. Hein. Quand on a parlé d'indemnisation, quand on est dans le monde idéal, on n'a pas terminé. Parce que le phénomène, on ne le connaît pas encore très très bien. Il faut qu'on complète notre information, c'est très très important. Qu'on complète notre information, pourquoi? Je donne un seul exemple. Monsieur le maire, tu as une maison sinistrée. Tu te dis, je vais la vendre. Ben, comment on fait aujourd'hui? Elle a peut-être été réparée, certes, mais est-ce que vous savez que le taux de récidive est important? Parce que vous mettez du ciment, vous mettez de la résine, il y a plus de 20% de taux de récidive et nous traitons des dommages de 2e et 3e génération, mesdames, messieurs. Ça veut dire que quand la maison est réparée, ce n'est pas gagné. Elle peut encore se détériorer. Donc, qu'est-ce que vous allez transmettre et comment vous allez transmettre ce bien, comment vous allez vendre ce bien? Moi, je pense que, comme pour la performance énergétique, il faudrait qu'on approche un certificat qui soit un certificat RGA. Seul problème, mesdames, messieurs, c'est que le certificat RGA n'existe pas. Donc, il faut l'élaborer. Donc, on est face à un problème avec des équations qui sont inconnues et qu'il faudra lever dans les années qui viennent. Donc il faut faire turbiner le monde scientifique, il faut faire que la recherche s'améliore en croisant les informations, en faisant que tout le monde soit mieux informé et que les informations circulent. Pilotage national pour mieux informer, pour embarquer les maires dans un vrai travail collectif et pour continuer à améliorer la recherche qui nous permettra de mieux connaître ce phénomène à la parcelle mais au collectif. Premier point. Deuxième point, contrairement aux sinistrés des inondations, contrairement aux sinistrés des tempêtes, contrairement parfois aux sinistrés de la route, eh bien, vous êtes seul face à vos dommages. Parfois, il y a des collectifs, il y a monsieur le maire qui peut parfois aussi être l'épaule qui va accueillir vos misères, mais vous êtes seul. C'est-à-dire que le sinistré reste un sinistré. Je préconise que le sinistré devienne une victime à part entière. Il n'y a aucun soutien psychologique accordé à ces gens-là. Lorsque j'ai remis mon rapport au ministre de l'Intérieur, je ne l'ai pas remis dans les dorures de Beauvau, je l'ai remis dans une maison sinistrée à Alluin, dans le Nord, totalement cassée. Avec une famille qui, si tout va bien, retrouvera une maison réparée, seulement réparée, au bout de 7 ans. Ça veut dire qu'ils ont acheté leur maison, leur gamin était en 6e, lorsqu'elle sera réparée, leur gamin sera en fac, si tout va bien. C'est inacceptable. Et le préfet qui est venu a vu et m'a dit « mais je ne savais pas que c'était à ce moment-là ». Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective de ce phénomène qui n'est pas vu comme sont vus les autres aléas.
quand il y a une inondation, quand il y a une explosion rue de Tivoli à Marseille, qu'est-ce qui se passe? Il y a les caméras, il y a une émotion collective, il y a un suivi, il y a une cellule de crise. Et je peux vous dire que les assureurs, depuis quelques années, ont amélioré avec l'État la manière dont on prend en charge les crises. Il faut le dire. Pas pour le RGA. Ils sont seuls avec leur peine et beaucoup de gens déclenchent des maladies, déclenchent des dépressions, sont confrontés à des problèmes non seulement de santé, mais des problèmes majeurs. Et quand on dit relogement aussi, parce qu'il faut aborder, c'est un problème qui est vraiment complexe, quand on dit relogement, mais on se reloge où et comment? On me dit, par exemple, chez moi, dans les Flandres, que nous sommes base arrière des Jeux Olympiques. Je connais un monsieur qui a 75 ans. Sa femme, elle fait une dépression, elle n'en peut plus de cette maison. Ce monsieur a suivi son dossier, il est devenu président de l'association de Flandre. Et puis, il me dit, bah, voyez, ça y est, ça va commencer. Mes travaux vont commencer. Seulement, le relogement, ça va être complexe, parce que tous les gîtes ruraux autour de chez moi sont complètement pris par les JO. Alors, il dit, ben, je vais louer, ou je vais acheter un petit cabanon que je mettrai dans mon jardin pour suivre les travaux. Mais vous comprenez un peu la complexité du système. Bon. Donc, ça m'a inspiré la chose suivante. C'est que je suis entré dans ce rapport en ne voyant que le problème assurantiel et de l'indemnisation, qui est une problématique. Mais je me suis dit très vite, un, problème de prévention, et deux, adaptation du logement au changement climatique. Parce que le vrai sujet, c'est que les gens qui sont sinistrés sont des victimes d'un véritable krach climatique. Je ne l'ai qualifié de cette manière-là parce que pour moi, ça faisait krach boursier, c'est quelque chose qui, dans la tête des gens, se dit « Ouh là là, un krach, c'est quelque chose qui atteint fortement la personne dans ce qu'elle a de plus cher. » Eh bien, vous expérimentez ce changement climatique d'une manière brutale à travers les dommages faits à votre maison. C'est ça le sujet. Et donc, il faut adapter. Et donc, j'ai essayé d'imaginer, comme ancien maire, comment on pouvait, dans certains cas, les plus douloureux, les plus difficiles, parce que souvent, le maire, il est en dehors. Le maire, il fait guichet, il fait aussi la voiture balai quand il faut ramasser les trucs qui ne vont pas bien. Il râle aussi un peu, il essaye de faire un peu le bras de fer avec l'État en faisant des recours qui n'aboutiront pas, parce que les critères sont ceux-là, deux critères. Est-ce que c'est de l'argile? Et deux, on se base sur Météo France. Au jour d'aujourd'hui, c'est assez simple, finalement, les critères. Mais si vous êtes en dehors de ça, le recours n'aboutira pas. Et ils n'aboutissent pratiquement jamais. Donc, il faut véritablement remettre les maires au cœur d'un système, parce que les maires vont devoir accompagner le changement. J'ai encore en tête ce monsieur de ma commune, 75 ans. Il me dit, vous vous rendez compte, ma maison, elle ne vaut plus rien. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes deux filles? Et alors, on fait un tour dans son jardin, sympathique petit jardin. Il y a une haie végétale, il y a des cerisiers en bout de maison, il y a un sol pleureur à côté de la terrasse. Et je lui dis, mais c'est quoi tous ces végétaux? Il me dit, bah oui, mais vous comprenez, quand il fait chaud, on est content de pouvoir aller avec son transat en dessous du sol pleureur. Mais je dis, cher monsieur, il faudra que vous arbitriez entre vos fissures, votre maison et le sol pleureur. Donc il faudra accompagner. Et on connaît déjà les deux mesures simples de prévention horizontale qui sont la gestion de l'environnement, c'est-à-dire ce que vous plantez dans votre jardin, ou ce que peut planter le maire. Moi, j'ai fait, pendant des années, à chaque naissance d'enfant, la ville de Ronques, elle donnait un arbre. Vous savez, alors on se disait, bah, plantez votre arbre dans votre jardin, ce sera des souvenirs, etc. J'ai sans doute filé des sols pleureurs. J'ai sans doute pas fait bien. Mais je ne le savais pas et je ne le sais toujours pas. Donc il faudra qu'on ait des véritables feuilles de route, des kits, pas comment on peut appeler ça, qui permettent à chaque maire d'être véritablement informé de ce qu'est le retrait-gonflement des argiles, de ce qu'il ne faut pas faire pour empirer le phénomène dans l'espace collectif ou dans le cadre du jardin. C'est donc quelque chose de majeur qui doit être mis en route et être mis en place. Donc quand je vous ai dit tout ça, vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail pour appréhender le sinistre en victime, pour faire en sorte qu'on lance un plan massif de prévention, qu'on pilote ce phénomène depuis Paris et depuis les préfectures. Je voudrais vous dire autre chose. On pense toujours bien faire dans la loi. J'ai un collègue dans le précédent mandat, Baudu, qui avait fait une loi là-dessus. Et je me rappelle être monté en tribune en disant « mais de toute façon, ça ne réglera pas le problème du RGA ». Et ça ne l'a pas réglé. On a instauré les référents catastrophes naturelles dans les préfectures. J'ai assisté à la première réunion de tous les référents CatNat de France et de Navarre. Je sais pertinemment, et je lui ai dit hier soir, parce que je l'ai vu,
mon sous-préfet de Dunkerque, il est le référent CatNat des Hauts-de-France. Mais j'ai dit, mais monsieur le sous-préfet, vous allez faire le référent quand vous aurez fini de faire le sous-préfet de Dunkerque. Ça n'est pas possible. Donc il faut que les personnes publiques qui sont nommées sur des sujets majeurs, comme le sont la gestion de l'espace public et la gestion de crise, parce qu'on va être confronté, mesdames, messieurs, qu'on veuille ou pas, à la gestion de plus en plus de catastrophes, il faut que ces gens-là aient une compétence à part entière et qu'ils aient effectivement du temps à libérer pour le gérer, parce qu'il faudra accompagner les maires. Ça va être redoutable. Je vais jusque dans les permis de construire. Parce que mes chers amis, moi, il n'y a pas d'études là-dessus, donc c'est compliqué. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un dommage, j'ai encore en tête à Luin, mon cher Blaise, une maison qui a été construite dans les années 80. Le type, il est agriculteur, il sait très bien, il connaît l'argile. Il me dit, je suis allé chercher mes fondations très loin dans le sol, et malgré ça, véranda, et crac, le bâti a commencé à bouger. Eh bien, les extensions, ça pose aussi un problème. Et donc, nous les maires, je m'excuse, mais les maires, comment on va demain gérer nos instructions de permis de construire ou d'extension de maison au regard de cette problématique? Savez-vous que chez moi, en métropole européenne de Lille, on va voter le plus numéro 3 dans peu de temps, sans référence au risque argileux? Ça n'est pas acceptable. Ça veut dire que dans les documents d'urbanisme, on doit absolument, moi, tout petit, quand j'étais à la métropole de Lille, je me souviens très bien qu'on ne parlait que des champs captants, c'est-à-dire de l'eau, la gestion de l'eau. C'est très bien. Ça veut dire que, comme élu, j'étais picousé à cette problématique-là tout de suite. Eh bien, moi, je souhaiterais que les élus, quand ils sont en territoire argileux, et il y en a de très nombreux en France, ils puissent, dans leur documentation de planification, incorporer, ne serait-ce que pour prendre des bonnes décisions, être amenés à réfléchir sur l'aménagement à la fois de leur territoire et de leur paysage, sur le risque de retrait-gonflement des argiles. Donc vous voyez, c'est complexe, il y a encore beaucoup de travail à faire, il faut rester très très humble, il faut s'organiser, il faut véritablement que, et je termine par là, remettre les maires, très important, parce que les maires, ils me disent quoi? Ben, ils me disent, on file les dossiers à Paris, on prend un arrêté ou on ne prend pas un arrêté, ça va plutôt bien, parce que les préfets maintenant ont des consignes pour appeler tout le monde. Alors oui, ça aussi important. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur dans le rapport, et je préconise, que sur à peu près 6 mois, les préfets règlent tous les problèmes douloureux de vos départements. Qu'ils soient CatNat ou pas CatNat, il y a des gens qui sont vraiment dans une situation hyper compliquée, et bien, qu'ils puissent avoir un regard. Alors je ne dis pas qu'ils régleront les problématiques avec les assureurs, ce n'est pas le sujet, mais comment ils les accompagnent psychologiquement, qu'on regarde les problématiques de logement, parce que la ville d'Aluin, dont Blaise Métangmou est ici le représentant, a joué le jeu. On a fait une forme d'audition des services. Puis les services m'ont dit, mais monsieur, le problème, c'est qu'ils ne sont pas... pour le logement social, c'est pas bon. Enfin, ils sont propriétaires. C'est vraiment le syndrome du petit propriétaire. Et ils me disent, bah, nous, on ne peut pas leur affecter le logement social. Bah si, parce qu'ils sont des gens qui sont sinistrés, qui sont des victimes d'une catastrophe naturelle. Donc il y a un certain nombre de mesures qui permettent, et le préfet peut le faire aussi, reloger toutes ces personnes. Donc il faut que les maires soient beaucoup plus outillés, connaissent bien la palette des choses qu'on peut leur proposer, et après qu'on fasse avec eux un certain nombre de progrès. Et je termine par les stations météo. C'est pas mal, ces petites stations météo. Parce que dans le régime CatNat au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on mesure? C'est la sécheresse. On ne mesure pas la variation en eau sur le sol superficiel. Or, je pense par exemple à vos collègues d'Ether qui ont mis une sonde, donc ils font de la vidéosurveillance du sol en quelque sorte, ils ont mis une petite sonde. Le seul problème, c'est qu'ils bricolent dans leur coin. Et donc, du coup, on a profité de la présence de Météo France, à Beauvau, le 14 septembre, pour se dire, mais est-ce qu'on ne ferait pas un protocole scientifique? Et est-ce que, monsieur le ministre, vous ne donneriez pas aux maires, allez, je ne sais pas moi, 1000, 2000 stations météo du sol pour à la fois tester, améliorer la connaissance de la variation du sol en humidité, donc améliorer l'information, et faire en sorte que, connaissant mieux ce phénomène, on puisse avoir une nouvelle mesure qui serait à ce moment-là, à partir du moment où on a une mesure qui serait normée, reconnue par la communauté scientifique, il y a encore du boulot là-dessus, et tout à l'heure je serai au CEREMA, et le CEREMA y travaille, qui permettrait à vous de pouvoir aller en recours en vous disant, attendez, les gars de la commission interministérielle, là c'est sympa, mais nous on a mesuré ça sur notre sol. Et cette mesure-là, à partir du moment où elle est normée, elle pourrait être opposable. Voilà. Donc je voulais vous dire que le ministre Béchu a prêté une oreille très très attentive, qu'un certain nombre de choses ont déjà été mises en place à travers ce qu'on appelle les réunions interministérielles, où les ministres entre eux échangent sur ces sujets. Donc je pense qu'on a raison d'espérer, d'être optimiste sur un sujet, et je voudrais encore vraiment remercier du fond du cœur
les maires de France. Et il y a du boulot pour tous les parlementaires, hein, donc ce n'est pas un sujet. Tout le monde a quelque chose à faire progresser, à apporter à un sujet qui est un sujet majeur, qui impacte terriblement les gens. Et merci encore à l'AMF de l'avoir mis aujourd'hui en exergue et prêt à continuer à travailler avec vous pour pousser le dossier en avant. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, on voit encore un chemin assez long avec beaucoup de sujets. Vous n'avez pas parlé non plus des recommandations peut-être que vous faites aussi sur l'expertise, comme l'a expliqué aussi Sandrine Rousseau. Mais vous pourrez, en fait, je vous invite de toute façon à en prendre connaissance, hein, voilà, à le lire et à voir, parce qu'il y a vraiment des recommandations sur beaucoup de sujets. Effectivement, en fait, on suivra nécessairement de très près, parce que si on dit qu'on va remettre le maire au cœur du dispositif, vous savez, on en a déjà discuté, on y est très vigilant dans la mesure où effectivement les élus locaux vont avoir les bases référentielles, techniques, constructives, leur permettant aussi d'agir. Alors, cette partie préventive, Franck Levallois, c'est vrai qu'on vous attend beaucoup sur l'indemnisation, mais on vous a déjà en fait écouté dans le forum précédent sur ce sujet-là, bien évidemment qu'il faut lier aussi avec ce point info. Mais là où en fait on aimerait vous écouter, c'est sur la démarche aussi dont vous avez parlé de toute façon dans le forum assurance tout à l'heure, l'importance en fait de la partie préventive, comme aussi l'a souligné Vincent Ledoux. Donc je crois que vous avez lancé une expérimentation, donc comme je l'expliquais tout à l'heure avec la Caisse centrale de réassurance, donc le réassureur en fait dans tout le système CatNat, et la mission risque naturel qui est une association, mais vous allez certainement l'expliquer, une association qui à destination en fait, des compagnies d'assurance, mais spécialisées sur la partie prévention des risques naturels. Donc, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez un peu plus la démarche voilà, active que vous allez essayer de mener en matière préventive pour apporter peut-être des éléments de solution aux maires. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Pour celles et ceux qui étaient là précédemment, enfin dans la précédente table ronde. Le dérèglement climatique, je pense que personne dans cette salle ne le nie, ou ne nie ses effets. On l'a bien vu, pas loin, enfin dans vos terres, monsieur le député, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, de voir les terribles images d'inondations. Et en fait, ce que cela signifie, c'est que nous devons collectivement faire face à un enjeu qui est un enjeu majeur. Le retrait-gonflement des argiles est un des aspects qui devient l'aspect premier dans le régime des catastrophes naturelles. Il y a quelques années, auparavant, hein, vous avez cité l'année, c'est 1989, c'est le début de l'intégration du retrait-gonflement des argiles dans le régime des catastrophes naturelles. Et en 1989, le retrait-gonflement des argiles pesait très peu. Aujourd'hui, c'est devenu la première source de sinistralité dans ce régime. En 2000, dans les années 89 jusqu'à 2015, le retrait-gonflement des argiles pesait à peine 15% du coût des catastrophes naturelles. Depuis maintenant une dizaine d'années, on est passé à un quart. Et la dynamique ces dernières années est assez inquiétante de ce point de vue. En 2017, le retrait-gonflement des argiles, c'est 800 millions d'euros d'indemnisation, donc de dommages. En 2020, c'est 1,1 milliard. En 2022, c'est plus de 3 milliards. Mais cela s'explique aussi parce qu'aujourd'hui, 53% du territoire est constitué de sols argileux. 53%. Et donc, c'est 3 millions de maisons individuelles qui sont exposées, fortement exposées, à ce risque de retrait-gonflement des argiles. Donc, le sujet, il est majeur. Alors, monsieur le député, vous l'avez signalé tout à l'heure, il existe aujourd'hui, il faut s'en féliciter, un régime des catastrophes naturelles qui est protecteur. Et il est singulier à travers le monde. Il est protecteur parce qu'il apporte néanmoins, même si tout est perfectible, bien évidemment, mais il apporte néanmoins une protection et une indemnisation à bon nombre de nos concitoyens frappés par le retrait-gonflement des argiles.
Et d'ailleurs, ce régime a été, on l'a cité, l'ex-député Baudu, qui avait mené un combat avec les assureurs d'ailleurs, qui avaient été à ses côtés pour réformer, moderniser ce régime de catastrophe naturelle, le rendre, j'allais dire, encore plus protecteur. Et l'ordonnance de début d'année, concernant, dans le cadre de la loi 3DS, spécifique au retrait-gonflement des argiles, est venue là aussi améliorer grandement le niveau de protection. Alors on attend encore quelques décrets et circulaires, c'est vrai, mais tout ça devrait arriver pour entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine, avec notamment un élément important en termes de souplesse, de flexibilité, d'assouplissement des conditions que Madame et Monsieur le député, vous avez tous les deux rappelé. C'est vrai que le régime aujourd'hui peut avoir ou peut présenter un certain nombre de situations qui sont difficiles à comprendre, et donc l'assouplissement des critères permettra de répondre à cette situation. Donc de ce point de vue, on progresse. Il existe néanmoins un axe sur lequel nous pensons, nous assureurs, qu'on ne progresse pas assez, et je l'ai rappelé dans la première table ronde à de multiples reprises, c'est la prévention. La prévention, c'est sans doute l'axe sur lequel on devrait investir le plus. Les assureurs ont lancé en septembre dernier, donc c'est très récent, une initiative dite initiative sécheresse. L'initiative sécheresse, elle consiste à tester, j'ai pas dit expérimenter, hein, j'ai dit tester, et je vais vous expliquer le détail, plusieurs approches à la fois de prévention et de réparation. Concernant 300 maisons individuelles, donc il s'agit bien d'une opération réelle sur des vraies maisons, 200 maisons sinistrées et 100 maisons qui ne sont pas sinistrées mais qui sont exposées à ce risque de retrait-gonflement des argiles au regard de ce qu'est la structure des maisons, mais également et surtout la composition du sous-sol. Alors sur la prévention, nous allons agir parce que, comme cela a été rappelé, sur le retrait-gonflement des argiles, en termes de stratégie nationale de prévention des risques, il n'existe pas grand-chose. Et je devrais peut-être dire même rien. Mais ce que nous souhaitons, c'est tester des approches, justement, qui pour mener des actions de prévention. Alors les assureurs vont initier un certain nombre d'initiatives pour voir ce qui peut marcher, en termes notamment de traitement horizontal. Vous l'avez cité comme étant une des approches pertinentes. En tout cas, un minima d'information, de réalisations très concrètes, mais qui permettront, on l'espère, de débroussailler une sorte de stratégie ou de début de stratégie de prévention des risques d'inondation, de sécheresse, à l'instar de ce qui a été fait pour les inondations. Et je trouve que c'est un bel exemple que l'on peut citer dans ce cadre. Pour 200 maisons individuelles sinistrées, nous testerons plusieurs solutions, plusieurs familles de solutions de réparation. L'idée sera de comparer l'évolution, le comportement dans le temps de ces différentes solutions de réparation. Aujourd'hui, pour des dommages assez légers, on peut être dans une solution de type agrafage. On agrafe, c'est le terme, on agrafe les fissures. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir quel est le comportement de ces solutions de réparation dans le temps, dès lors que la maison sera toujours construite au même endroit, c'est-à-dire avec un sol qui aura la même composition chimique. Et donc, tester ces familles de solutions de réparation, ça a du sens, mais dès lors qu'on le fait dans le temps. Et donc ce test, on va le faire sur 5 ans. 5 années de test, de suivi plus exactement, après avoir mis en œuvre ces solutions de réparation. Alors ces solutions de réparation, c'est là où je vous dis, ce n'est pas de l'expérimentation, hein, on ne va pas faire des choses complètement inconsidérées, on va tester des familles de solutions qui sont aujourd'hui déjà, qui existent aujourd'hui, et dont on sait qu'elles marchent. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir si dans le temps, elles produisent un effet bénéfique en termes de résilience de la maison individuelle ou pas. Et on va les comparer les unes avec les autres pour savoir quelles sont celles qui apportent le maximum de résilience.
et qui évite que le même, j'allais dire le même cauchemar, hein, pour reprendre les exemples un peu dramatiques que vous avez cités, de situations individuelles, éviter que ces mêmes cauchemars ne se répètent à plusieurs années d'intervalle. Donc une solution notamment de traitement horizontal qui va consister à protéger les abords de la maison. Et protéger les abords de la maison, ça peut être par des écrans antiracinaires, ça peut être par une imperméabilisation aux abords des fondations pour stabiliser l'humidité dans le sol. Une deuxième solution, type de solution, va consister à réhydrater les sols, c'est-à-dire qu'en fonction, et ça nécessite quand même une instrumentation du sol, en fonction de capteurs qui mesurent le taux d'humidité autour des fondations, enfin de la maison donc, c'est de réinjecter de l'eau, donc réhydrater les sols à partir d'eau pluviale qui ont été collectées précédemment. Voilà, et ça, ce sont des techniques qui ont déjà été éprouvées. Une troisième famille de solutions consiste à injecter dans les sols, là aussi tout autour des fondations, de la résine pour changer la composition du sol, en tout cas la modifier, et faire en sorte que le sol ait une stabilité plus importante, quand bien même le phénomène de retrait-gonflement des argiles se produirait du fait à la fois des fortes températures, fortes chaleurs, mais également du manque d'eau. Et la dernière solution, c'est la solution consistant à installer des micropieux. Et voyez-vous, ces 4 familles de solutions, on va les tester. Et on ne va pas tester, vous pourriez me dire, ce qui va vous intéresser, vous assureurs, c'est le coût. Alors oui, c'est intéressant le coût parce que le coût de la réparation ou de la prévention, c'est tout le monde qui le paye, hein, puisque le régime de catastrophe naturelle, comme vous le savez, il est obligatoire dans tous les contrats présentant une garantie de dommages. Donc vos administrés, dès lors qu'ils sont assurés pour leur habitation, eh bien, ils ont cette garantie catastrophe naturelle et ils payent pour. Et donc, il faut faire attention à ce que le coût de la réparation trouve bien son équilibre par rapport aux bénéfices. Hein. Et Madame la députée, c'est bien ce qu'on avait discuté sur le point sur lequel on avait échangé pendant la rédaction de votre rapport. Donc, oui, ça c'est important, mais ce n'est pas le seul aspect. Un aspect important aussi, c'est l'acceptation par le sinistré. Vous savez, quand vous installez des micropieux dans une maison, ça peut sembler être une solution magique, parce qu'elle est très forte, elle est très résiliente, elle renforce les fondations, sauf que, en fait, elle est très invasive. Et puis, en termes écologiques, hein, le bilan carbone d'une solution de micropieux, c'est pas terrible. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Le bilan carbone des différentes solutions, comparées les unes aux autres, et la capacité aussi à les déployer de manière industrielle, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire. Encore une fois, 3 millions de maisons exposées ou fortement exposées, ça nécessite des moyens qui sont colossaux. Et c'est ça que nous allons tester. Un, pour la résilience de celles et ceux qui sont aujourd'hui sinistrés ou qui vont l'être, et à long terme, à moyen long terme, pour mieux maîtriser le risque de retrait-gonflement des argiles. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Donc on a bien compris quand même qu'il y avait un long chemin en fait devant nous, à la fois en fait sur ce type d'initiatives qui permettront d'atteindre des résultats quand même dans quelques années. Donc le chemin va être long. On l'a bien compris par vos différentes interventions. Donc je voudrais en fait laisser la parole pour conclure aux 2 coprésidents, Éric Ménassi et Sébastien Leroy, et pour que vous nous synthétisiez un petit peu ce que vous avez entendu. Merci. Synthétiser, non, ça va être trop long, mais je voudrais m'adresser à Madame la députée et à Monsieur le député, vous remercier très sincèrement et revenir à quelque chose de très pratico-pratique. Les maires de France sont confrontés à leurs concitoyens désemparés, parfois en colère, parfois démunis. Nous avons besoin de vos travaux. Nous avons bien appréhendé la complexité de la tâche, mais sachez que le quotidien des maires de France devient de plus en plus difficile devant des familles qui ne savent plus vers quel sens se tourner. Nous sommes le premier réceptacle, mais c'est bien souvent le cas dans plein de problématiques. Vous l'avez dit, Monsieur le député, lorsqu'il s'agit de la maison, on s'attache à quelque chose de sacré.
Et donc on est en droit et nous avons le devoir de répondre rapidement à une problématique qui touche nos concitoyens. Donc merci pour vos travaux. Nous allons faire du lobbying, Madame la députée, croyez-moi. Au moins dans l'Aude, promis. Voilà. Merci beaucoup. Bien écoutez, à mon tour, je vous remercie toutes et tous. Merci pour cet exposé. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est enfin pris en compte, qui est enfin étudié, dont l'AMF espère véritablement qu'il y ait une évolution majeure très rapidement. C'est pour ça qu'effectivement, la proposition de loi qui arrive au Sénat, il doit au maximum être intégré. Les préconisations du rapport doivent aussi être intégrées au plus vite. S'il faut avancer, on ne peut pas rester en l'état, c'est impossible, à la fois financièrement, mais surtout humainement. Et l'AMF sera naturellement extrêmement vigilante, mes chers collègues, pour que les maires soient au centre du dispositif, mais associés, et qu'on ne se retrouve pas avec un transfert à la terme de charges, notamment s'il faut, on en avait parlé, intégrer le retrait RGA dans nos PLU. Vous savez ce que c'est la révision d'un PLU, et qu'après on ne vienne pas nous reprocher que dans notre PLU il manquait un zonage, qu'on soit plutôt identifié en tant que ville sur l'ensemble de notre territoire, et qu'on impose par exemple au niveau du permis de construire, mais ça c'est aussi à l'assureur de l'imposer, avant d'assurer est-ce que vous avez dans le construction fait une étude de sol avec un ingénieur béton suffisant pour que votre construction puisse se lier au sol, parce que les mairies ne pourront pas se substituer techniquement à l'analyse des fondations faites. Mais en tout cas, tout ça va dans le bon sens. Mais maintenant, encore une fois, il faut avancer très rapidement. Et surtout, je vous le redis, parce qu'en France, on est spécialiste de ça, malgré qu'on n'en exporte pas, c'est d'éviter les usines à gaz. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon appétit. Merci beaucoup Stéphanie pour cette animation. Et avec Eric, eh bien maintenant, nous allons poursuivre. En tout cas, je vous le dis, on sera très attentif au suivi de ce dossier essentiel pour nos administrés. Merci à vous et bon appétit.